Bonjour les petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un épisode que j'avais vraiment hâte de recorder. Salut JCK, comment ça va? Très bien et toi? Eh ben ça va impeccable. Bon, c'est toujours un peu bizarre cette question parce que comme on se parlait un peu en backstage, enfin c'est toujours un peu inattendu cette question. Bref, on est sur un épisode qui va être un petit peu atypique par rapport à ce qu'on va faire d'habitude. Euh, je vais pas te demander de te présenter parce que justement on sait tous les deux que c'est la partie un peu la plus relou du podcast. Mais pour autant, juste pour revenir, Jean-Charles, tu as sorti un livre très récemment sur la vie intentionnelle. Et en fait, c'est un peu ton thème, ton motto dernièrement sur lequel tu t'es vraiment penché, tu as réfléchi, tu as fait beaucoup de réflexions, de recherches. Et en fait, c'est exactement ce qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai trop hâte. Et en fait, le format que je te propose aujourd'hui, JCK, c'est, ou JC, du coup, c'est d'explorer un florilège de citations. Et en fait, ce florilège de citations, on va pouvoir se le commenter au fur et à mesure de l'échange. Ça te Parfait. dit? Vas-y. De mes Ok. citations, du coup? Enfin, c'est ça que tu disais, De hein? tes citations, Plaisir. exactement. Ok. Ok, et ben écoute, c'est parti du coup. Juste pour contexte, donc t'as écrit un livre, t'as monté une boîte que t'as revendue. Donc t'étais vraiment sur un modèle entrepreneur et t'as divagué au fur et à mesure d'expériences un petit peu sur la vie, de réalisation, d'épiphanie, vers plutôt une approche un peu philosophique du monde du business. Et donc c'est là où, dans ce contexte-là, de ce que j'ai compris dans ton livre, que tu as justement produit ce livre et que tu fais tes activités aujourd'hui. Et donc, ce que je te propose, c'est de se lancer dans ces différentes citations, ça va être cool. C'est un Vas-y. exercice d'ailleurs que pour les auditeurs qu'on a emprunté à Chris Williamson, un super podcast qui s'appelle Modern Wisdom. Et j'ai eu trop envie en fait de faire cet exercice parce que je pense que ça va être très péchu comme taf. Ok, let's go. Et bah du coup, la première citation, j'ai changé ma façon de voir la vie. Je me vois maintenant comme un explorateur scientifique faisant des expériences. Ma vie est devenue un jeu avec des sous-jeux dans lesquels je m'engage. Hmm. Ouais. Donc, bah, c'est assez fondamental, effectivement, dans ma manière de voir le monde. C'est que, tu vois, j'ai l'impression que, de manière générale, les gens prennent la vie avec sérieux, mais enfin, se prennent au sérieux, pardon, mais ne prennent pas la vie avec sérieux. C'est une première réflexion, tu vois, que ça génère en moi. Et, euh, et du coup, à se prendre au sérieux, en fait, ils en oublient de jouer. Et du coup, si tu vois la vie comme un jeu, mais un jeu sérieux, c'est dans quel jeu j'ai envie de m'engager et dans quel sous-jeu je peux me développer pour justement atteindre mes objectifs, faire des expériences, explorer, etc. Donc dans mon cas, en fait, c'est vraiment en fait de voir chaque expérience de vie que je peux avoir comme quelque chose qui va être une hypothèse, en fait. Je vais me dire, tu vois, je pense que, je sais pas, être écrivain, c'est une hypothèse intéressante à explorer pour moi, de ce que je sais de moi-même, de mon passé et de mes aspirations futures. Et du coup, je vais créer un projet, en l'occurrence, peut-être écrire un livre, bon, qui fait suite en fait à beaucoup de création de contenu, donc j'écris depuis pas mal d'années. Et après, dans ce jeu-là, tu peux encore créer des sous-jeux, c'est infini après. Donc, tu vois, quel est le thème du livre, comment je vais marketer le livre, comment je crée une audience pour diffuser les idées du livre. Et tu vois, en fait, je vois tout ça comme des jeux ou des petits projets. Et donc, toute ma vie est pensée comme ça. Maintenant, c'est globalement le méta-jeu, c'est ma vie au sens large, comment j'ai envie de devenir un homme complet, si on pourrait dire, et comment j'incite les gens à travailler sur différentes facettes de leur vie. Je te prends un exemple qui me parle beaucoup. Je parlais un petit peu avec lui là, récemment, Guillaume Moubèche Ouais. de l'Emlist, l'Empire. Tu vois, pour moi, il représente parfaitement ça. On sent que il kiffe sa life, il voit la vie comme un jeu. Il est engagé dans plein de jeux. Tu vois, c'est un mec qui est très sportif, très bon Ouais. créateur de contenu, très bon entrepreneur. Mais tout ça, il le voit comme un jeu. Ça se sent vraiment dans sa manière d'être, sa manière de communiquer les choses sur ses réseaux. Mhm. Et voilà, c'est ça vraiment que j'essaye de transmettre comme message et comment moi j'essaie de vivre ma vie. Donc voilà, c'est soit une approche explorateur, si ça parle aux gens, tu vois, comme Ulysse Lubin par exemple, explorateur Ouais. notamment sur LinkedIn, ou comme un scientifique, si ça vous parle plus le côté je fais des expériences, donc hypothèse, je teste, j'analyse et j'en tire des conclusions. Ok. Donc voilà, c'est une manière que j'ai en tout cas d'appréhender ma Trop propre bien. vie et que je propose aux gens. Trop bien. Merci. En vrai, moi, je me définis comme un chercheur d'épiphanie. Et du coup, ça a vachement résonné, en fait, cette citation. Parce qu'en vrai, je trouve que ça permet aussi de réfléchir au sens que tu mets dans la vie. Et tu vois,
je me dis toujours que c'est à toi de le construire aussi, ce sens-là. Et toi, en fait, tu as mis du sens dans ta vie parce que tu as construit un jeu, un ensemble de sous-catégories, tu vois, et c'est ça que tu mets comme sens. Je trouve ça assez intéressant. Tu parles d'Ulysse, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ma prochaine citation, c'est pas de la tienne, c'est celle d'Ulysse, mais elle est dans ton livre. Du coup, je me suis quand même permis de la prendre. Et la citation, elle est très courte, c'est le seul prérequis, c'est un petit peu de courage. Ouais, alors pour le contexte, Ulysse, je l'ai rencontré, alors c'est vraiment dans un environnement qui est très différent de celui dans lequel on opère chacun aujourd'hui. C'est que j'avais créé un club d'investisseurs, de business angel, quand j'étais à Paris en 2019. C'était un domaine que j'explorais pendant cette période. Et Ulysse était un des business angels, on va dire, du club. Bon, il se trouve qu'il m'avait un peu féqué le truc, enfin c'est une longue histoire, mais en fait, on n'avait pas forcément les moyens à ce moment-là d'investir en masse. Ouais, c'est encore autre chose, ça. Mais oui, effectivement, c'est bon, mais non, parce que j'avais monté ma startup entre-temps. Mais donc j'ai rencontré dans un contexte plutôt startup, finance, investissement. Ok. Et en fait, on parlait beaucoup, c'est ce qu'il dit dans l'introduction du livre, enfin dans la préface, on parlait beaucoup d'autres choses. En fait, on parlait pas du tout de ça quand on se voyait en privé. Ouais. Et on sentait qu'en fait, on se posait des questions existentielles que se posaient pas nécessairement les personnes autour de nous. Lui, à ce moment-là, il était redevenu salarié chez Higher Suite, une startup dans le recrutement. Et moi, du coup, j'étais en train d'explorer, comme je disais, l'investissement, j'avais des podcasts autour de ça, etc. Mm. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise pas mal avec Ulysse, c'est d'avoir eu à différents moments de notre vie, et de continuer à l'avoir, c'est cette capacité à faire preuve de courage pour faire des changements radicaux, en fait, avec nos vies, de faire des choix vraiment forts. Mhm. Et c'est pour ça qu'il dit que le courage, c'est le prérequis, parce que c'est vraiment la porte d'entrée du changement. Alors moi, je parle aussi de l'introspection, il en parle aussi beaucoup Ouais. moi, c'est mon premier principe du livre, du coup, d'avoir cette capacité de s'introspecter. Mais Ouais. peut-être que même un principe zéro serait faire preuve de courage. Donc c'est pas plus mal qu'il parle de ça, parce que sans Ouais. courage, il n'y a pas de changement, sans courage, il n'y a pas de mouvement, sans courage, il n'y a pas de transformation possible. Et Ouais. souvent, il y a cette image, voilà, que le courage, en fait, qui est relié à la peur. Souvent, quand on n'est pas courageux, c'est parce qu'on sent des peurs. Et est-ce que tu Ouais. vas aller traverser cette peur et faire preuve de courage, ou est-ce que tu vas fuir et du coup faire preuve de lâcheté par rapport à ta propre existence, de certaine manière, Mhm. ou par rapport à tes proches, ou par rapport à d'autres situations que tu vas vivre. Ouais. Donc pour moi, ouais, effectivement, il a raison. Le pré-courage, c'est le prérequis à une bonne vie, on pourrait presque dire. Tu vois. C'est c'est exactement ce que tu dis, effectivement, au démarrage de ton livre. Et si je te cite encore une fois, c'est si ce principe, donc en parlant de l'introspection, est la porte d'entrée vers une vie intentionnelle, le courage est la clé qui permet d'ouvrir la porte. J'avais envie de te poser une question, moi, là-dessus, sur le courage. Tu vois, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est inné contre acquis. Le courage, c'est un élément que tu as de base et que tu peux rien y faire. Euh, du coup, la question, c'est comment est-ce que tu déclenches, selon toi, le courage? Mm. Je pense pas que ce soit un truc inné. Alors, pour le coup, Ah si. c'est pas inné, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, j'arrive pas mal. Alors, j'ai l'activité de coaching aussi, où j'aide des entrepreneurs et des indépendants à développer leur activité, à, on va dire, designer leur vie, avoir une vie intentionnelle. Ouais. Et très souvent, en fait, ce que j'essaie de faire avec eux, c'est de leur faire se remémorer des événements du passé où ils ont su faire preuve de courage, même à toute petite échelle, et parfois des choses qui sont insignifiantes à leurs yeux, au moment où on parle, Ouais. et qui va les aider à construire justement cette espèce de barre de courage qu'on pourrait, c'est comme dans un jeu vidéo, quoi. On construit Ouais, une c'est barre, clair. on améliorait, tu joues à FIFA, tu vois, tu aurais plus de stats en courage. Ouais. Moi, je suis Euh, plutôt de Team World of Warcraft, mais ça me parle oh, FIFA où aussi, tu, t'inquiète. ouais, ou sur World of Warcraft, alors j'aurais pas les termes techniques sur vous, mais ça te parlera. Tu pourras les citer, mais du coup, tu augmentes ton niveau, en tout cas, sur cette partie précise de ton personnage que tu es. Ouais. Et je le vois comme ça, tu vois, mais je me considère pas spécialement. Enfin, je ne vois pas du tout dîner, en fait, si on considère que je suis courageux. Il y a des Ouais. domaines dans lesquels je ne suis pas encore Mhm. assez courageux, à mon sens. Il y a des Mhm. domaines où je suis beaucoup plus courageux que la moyenne, inversement. Ouais. Pareil pour Ulysse. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Tu vois, par exemple, je prends Ulysse, il fait certaines expériences, il vit des choses qui, moi, me font encore flipper aujourd'hui, tu vois, dans certains Ouais. challenges qu'il a fait. Donc, on n'a Il est pas fou, hein. nécessairement les mêmes, ouais, on n'a pas nécessairement les mêmes types de courage qu'on va mobiliser, qu'on va invoquer. Mhm. Mais pour moi, non pas acquis, enfin, pas inné, pardon, c'est de l'acquis, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose c'est se mettre dans une situation, en fait, où on est amené à développer son courage. Et Ouais. à un moment, se poser des questions aussi, du style, des questions assez radicales, hein, du style, si je ne change pas ma situation, bah,
et que je fais pas preuve de courage, qu'est-ce qui se passera dans quelques années ou avant de mourir, en fait, qu'est-ce que je me dirai de moi-même? Et C'est ça vaut dans les discussions, ça vaut dans les projets, ça vaut dans les par rapport à sa santé, par exemple, tu vois, de se dire, bah, je ne fais pas ce rendez-vous médical que je sais que je dois faire, j'ai pas envie ouais. d'avoir potentiellement une mauvaise nouvelle. Et ben, ça, c'est se cacher la vérité. Et Nietzsche, il disait des choses de cet ordre-là. C'était, euh, on peut juger la qualité de la vie d'une personne à sa capacité à, à accepter la vérité, à accepter le réel. Bon, autre sujet, alors j'ouvre une porte, mais on vit dans une Mhm. société qui refuse le réel aujourd'hui sous plein d'aspects, qui dit beaucoup de choses du coup sur l'état On va, sociétal et l'état des ouais. individus aussi à ce niveau-là. T'inquiète, on va en parler. On va en parler. Ça va être un vrai sujet. On va mettre les pieds dans le plat. C'est ma spécialité. Est-ce que ça me fait penser à une chose? Est-ce que tu as déjà entendu parler du paradoxe de la zone bêta? Alors, Ça te parle? redis-moi parce que il faut me remémorer, mais j'ai déjà En entendu le terme. Ouais. en gros, c'est, ce paradoxe, il dit que si tu as 1 kilomètre, à faire, généralement, tu vas prendre tes jambes et puis tu vas le faire, tout seul à pied. Par contre, si tu as 2 kilomètres à faire, tu vas prendre ta voiture ou un moyen de locomotion et en fait, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas faire plus vite tes 2 kilomètres que tu vas faire tes 1 kilomètre. Parce que tu auras appris la locomotion. Et en fait, si tu transposes un peu cette situation-là, c'est de se dire qu'il y a des personnes qui vont attendre un peu trop longtemps d'avoir le nez dans la merde pour mettre en place des choses. Et tu vois, sur une situation business, par exemple, c'est des prospects qui vont attendre un petit peu trop longtemps d'être en souffrance avant de prendre le taureau par les cornes et mettre en place des solutions. Et c'est toujours pareil, tu vois, la personne qui va au sport, qui va pas au sport du coup, qui est désentraînée, va attendre un petit peu trop longtemps d'avoir des signaux médicaux un peu trop forts pour mettre en place des choses. Et c'est exactement du coup là-dedans qu'on est. Du coup, moi je pense que le déclenchement du courage, ça vient par le fait, effectivement, comme tu as dit, de travailler les petites zones de courage et se rendre compte en fait qu'on a été courageux par le passé, mais c'est peut-être aussi des moments où c'est nécessaire d'être courageux parce que sinon on n'a pas le choix, quoi. Bah, ne serait-ce qu'on a appris à marcher, en fait. C'est On vrai. sait, on fait du mimétisme, mais en fait, il faut être courageux. Pour être à quatre pattes, tu te dis à un moment, il faut que je me lève, C'est clair. j'arrête pas de tomber. Enfin, tu vois, tout le monde a vécu cette expérience, du coup, bah, a priori, tout le monde sait marcher, en tout cas, quand on est en bonne santé. Ouais. Euh, et du coup, on a tous fait preuve de courage quand on avait, je sais plus à quel âge qu'on apprend, on va dire 1 an et demi, Mm. 2 ans, Ouais. même avant, je sais plus, mais Un truc comme ça, ouais. ouais, Je préfère pas savoir ça trop tôt. Il y en a encore pour un petit moment. D'ailleurs, ça aussi, on va en parler. On a plein de trucs à se dire, je sais. ouais, carrément. Euh, Il y a un deuxième thème qui m'intéresse, c'est toute la partie nihilisme et sens de la vie. Du coup, je repars sur mes citations. Là, tu parles d'un des archétypes que tu utilises dans ton livre pour illustrer un de tes propos, qui s'appelle Stéphane, du coup. Et ce que tu dis, c'est: premier constat, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas spécialement envie de vivre encore 50 ans. Effectivement, alors Stéphane, c'est l'archétype de la vie par défaut, donc c'est du coup la vie que tu as si tu ne fais pas d'action consciente bah, tes projets, sur tes pensées, sur ton environnement, enfin voilà, sur tout ce qui constitue ta vie, et que tu as une vie qui est ce qu'elle est, en fait, elle est pas forcément mauvaise, pas forcément, enfin pas catastrophique, mais pas nécessairement bonne non plus, elle est ce qu'elle est, quoi, elle est par défaut. Et Stéphane, en fait, il a conscience petit à petit dans sa vie qu'il est dans cet état un petit peu où il est un peu anesthésié, on va dire, il n'y a pas vraiment de projet, il n'y a pas vraiment de choses excitantes, il y a beaucoup de choses qui sont là parce qu'elles sont là, mais qu'il n'a pas choisi, encore une fois. Mm. Donc il subit plus son existence qu'il l'a choisi, qu'il l'a créé. Et, euh, et donc pourquoi il veut pas vivre 50 ans de plus? 50 ans de plus ne l'enthousiasme pas vraiment. Ouais, Il a pas d'amour de la vie parce qu'en fait il ne la respecte pas vraiment, la vie, de cette manière. Je considère que ouais. en fait on est chanceux à l'échelle de notre espèce et à l'échelle individuelle d'être en vie actuellement. Mhm. Que du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre la vie avec sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. Parce que le fait d'exister, enfin le fait de pouvoir, tu vois, être en vie aujourd'hui, tu vois, c'est un cadeau qui est incroyable. Alors peu importe à qui tu confères ce cadeau, est-ce que c'est un dieu, est-ce que c'est la science, enfin tu vois, enfin, peu importe ce que tu mets derrière, en tout cas, on est là. Et je trouve que les gens oublient ça. Les gens oublient ça, ils vivent comme s'ils devaient être immortels, ils vivent de manière passive, ils n'ont pas de projet, ils cherchent pas à faire du bien nécessairement, pas assez. En tout cas, ils pensent, alors, je mélange un peu dessus, mais ils pensent beaucoup à eux, ils pensent pas forcément euh, correctement à leurs proches, même s'ils se le croient. Mais souvent, en fait, c'est plus de manière égoïste qu'ils pensent à leurs proches. Mhm. Au niveau de la société, c'est pareil. En fait, il y a très peu de dimensions transcendantales dans leur quête. Il y a très peu de recherche de faire le bien concrètement. Je ne parle pas des grandes causes, tu vois, très abstraites, tu vois, que certaines personnes Ouais. vont se parer de ça pour se donner bonne conscience. Mhm.
Et donc Stéphane, en fait, se rend compte que, bah, ouais, que la vie, en fait, enfin, sa vie n'est pas très heureuse, sa vie n'est pas très réjouissante et Ouais. il se voit pas vivre très longtemps, en fait. Il le dira Ouais. pas. Nietzsche disait pas Nietzsche, Schopenhauer disait ça aussi, je confonds peut-être avec Nietzsche, mais comme ils sont très connectés au final, vu que c'est une espèce de mentor spirituel de Schopenhauer était un mentor spirituel de Nietzsche. Et je crois que c'est Schopenhauer qui disait ça, que si on allait sur les tombes des gens, toquer, et qu'on leur demandait, viens, on te donne une deuxième vie, rejoins-nous, ils diraient, non, non, laissez-moi, je suis mieux où je suis. Alors, Waouh. on peut voir ça de deux manières différentes. Ça veut dire que la mort ou le repos est supérieur à la vie, Mmh. et du coup que la vie est souffrance et au final, ou ennui, comme disait Schopenhauer. Mmh. Ou plutôt, moi je le vois plus comme ça, c'est que les gens en Mmh. fait n'ont pas apprécié leur vie et ne l'ont pas aimé suffisamment. Il y a pas eu là, c'est pour ça que Nietzsche c'était plus un philosophe de la joie, un philosophe de l'amour de la vie, là où où Ouais. Schopenhauer était un pessimiste de la vie. C'est là où où ils se différencient clairement dans leur philosophie, même si le point de départ est assez sensiblement le même. Mmh. Et je pense qu'en fait, pourquoi les gens ne veulent pas sortir de leur tombe si on leur proposait une deuxième vie, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé suffisamment la vie et pas aimé leur vie. Et pour les raisons que j'évoque notamment dans le livre. Ouais. Et moi, il y a un concept qui me plaît beaucoup chez Nietzsche, c'est celui de l'éternel retour, Ouais. qui dit que est-ce que tu serais prêt à revivre ta vie de manière infinie, Mmh. c'est ta vie totale. C'est que tout ce que tu fais, en fait, toi, cette discussion, est-ce que je suis prêt à la revoir 1 milliard de fois? Euh, Est-ce que ce comportement, je suis prêt à le revoir par une infinité de fois, etc., etc. Ouais. Et quand tu commences à penser comme ça, tu changes beaucoup de choses dans ta manière C'est d'aimer. clair. Tu m'étonnes. Mm. OK, assez, waouh, je me dis: «Waouh!» et je suis sûr que dans mon entourage, j'ai plein de personnes qui seraient pas chaudes pour vivre 50 ans de plus, en fait et c'est ça que quand tu réalises ça et en lisant ton livre, je me suis dit: «Waouh!» mais c'est vrai, en fait, c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pourrait imaginer. De toute façon, on Hem, va même plus loin, les gens ne se suicident pas, non pas parce qu'ils en ont pas envie, c'est parce ouais. qu'ils n'ont pas le courage, par exemple, tu vois. Mmh, mmh Ça, si tu veux, mh. Ouais. c'est un peu choquant dit comme ça, mais c'est cette idée que si tu leur donnais en fait un bonbon à prendre, tu vois, pour abréger leur souffrance, tu vois, Mmh. pour certaines personnes qui sont pas. Alors, je parle pas des gens dépressifs, je parle vraiment de gens qui ne. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est encore pire que ça, en fait, c'est pas tant le suicide, c'est la question c'est la vie, ok. C'est pas tant le Mmh. La vie, jugement OK, de qu'est-ce ouais. que font les gens, c'est pas une question de salarié entrepreneur, ça, c'est pas mon Ouais. sujet. Mon Moi, sujet, non. c'est vraiment ta vie est OK. C'est-à-dire qu'elle est acceptable parce que par comparaison, bah, tu regardes le JT, regardez dans tel pays, ils vivent des catastrophes, donc votre vie doit être satisfaisante. Ouais. C'est la vie complètement anesthésiée, c'est la vie confortable, c'est la vie ça pourrait être pire. Ouais. Et les gens se contentent de très peu, hein. Les gens sont pas très ambitieux. Alors, non pas, je ne parle pas d'ambitieux faire SpaceX et être Elon Musk, Bien sûr. mais ne serait-ce que avoir la plus belle vie possible et avoir le plus bel impact possible qu'ils peuvent à l'échelle qu'ils désirent ou l'échelle dont ils sont capables. Et Mmh c'est même mh. pas un sujet dans la tête des gens, ça. Tu vois, c'est ça qui est assez fou. C'est ça qui est ouf. Et d'ailleurs, on a parlé, de grands philosophes. J'enchaîne avec la prochaine citation. Alors, ça, c'est un peu plus complexe, qu'il y a pas mal de termes à développer. Euh, alors, Nietzsche, en gros, ce qu'il disait, c'est que bah, la religion, notamment à cause de la science, des progrès de la science, perdait de sa superbe. Il y avait des Ouais. croyances qu'on avait qui étaient devenues de la science, donc des choses qui sont plus proches de la vérité, on pourrait dire, objectives, Mmh. même si la science elle-même, en fait, évolue et nous fait évoluer de paradigme en paradigme. Mais en tout cas, Mmh mh. voilà, la science est plus précise que la foi. Euh, donc, oui, 150-200 ans, on va dire, de déclin de religion. Euh, les gens n'ont plus forcément ce socle sur lequel se rattacher. Donc, il y a deux possibilités. Nietzsche proposait ce qu'il appelle la transvaluation des valeurs, donc c'est de recréer ses propres valeurs en tant qu'individu. Donc toi, individuellement, voilà, quelles sont les valeurs qui drivent ton existence, quelle existence tu peux créer, notamment de Sartre en fait, Mmh mh. même si pour moi ils sont très, très différents. Mmh. Il y en a C'est un avec clair. qui j'aimerais manger et l'autre pas forcément. Ouais, Euh, on est d'accord. et bon, après, moi, enfin, c'est un autre sujet, mais je suis pas forcément grand fan de Sartre. Mais donc on a cette problématique. On n'arrive pas à trouver nos propres valeurs. Donc une fois qu'on n'arrive pas à trouver nos propres valeurs, on, on tombe dans une forme de relativisme et de désamour de la vie. Parce qu'en fait, la vie, on commence un petit peu, bah, on parlait de nihilisme avant, du coup, on commence un petit peu à moins l'aimer, à moins y trouver de Mmh. sens, à la trouver triste, à la trouver. Ouais, à pas lui conférer beaucoup d'importance. Et du coup, ce qui se passe après, c'est qu'on va commencer à
à être voilà, très relativiste. Bon, à quoi bon vivre tout se vaut. Au final, il n'y a pas trop besoin de hiérarchiser. Tu vois, tout... Je fais ce que je veux, je choisis pas vraiment, mais je fais ce que je veux, quoi. Et, et les choses n'ont plus de valeur, il n'y a plus de hiérarchisation. Vu qu'il n'y a pas de cause un peu supérieure qui nous drive, bah, on devient très individualiste. Donc c'est là où le narcissisme prend sa place. C'est que pourquoi mon avis vaudrait moins que le tien? Pourquoi ma vérité serait inférieure à la tienne? Donc je suis narcissique. En fait, je deviens, je deviens Dieu sans avoir les qualités de Dieu. Et j'ai pas vraiment de valeur, mais je vais calquer celle d'une idéologie un peu réductrice sur bah, comme quoi c'est la manière de vivre, tu vois. Donc tu as des gens en fait qui vont prendre des idéologies toutes faites, qui vont se dire ouais, ça me correspond, qui vont essayer de faire du prosélytisme pour dire que c'est la nouvelle religion. Mhm. Tu as des gens qui ont essayé de faire ça au XXe siècle, il y a eu des guerres qui ont causé beaucoup de morts. Euh, Maintenant c'est plus soft, mais il y a quand même de nouveau des idéologies qui essaient de gangréner la société. Et, euh, et donc on se retrouve avec des gens qui sont, ouais, qui sont très centrés sur eux-mêmes, qui n'arrivent pas à penser à partir de l'autre, qui ne pensent qu'à partir d'eux. Donc très narcissique, très égocentrique, qui considèrent que leur cause est la cause des causes. Euh, cette cause-là leur fait du bien aussi, donc c'est comme le bon côté, c'est qu'au moins des fois ils trouvent un petit peu de sens tout de même, mais ça part pas d'eux, ça part vraiment de quelque chose de très extérieur. La religion avait ce problème aussi, hein. D'ailleurs Nietzsche il n'aime pas spécialement la religion, c'est juste que la religion avait ce mérite au moins euh, de fédérer à plus grande échelle. C'est plein de mini-religions qu'on a créées là ces 50 dernières années. Et voilà, de qu'on se retrouve avec des gens, enfin je vais me répéter là, mais égocentriques, qui n'aiment pas vraiment la vie, qui se dégradent physiquement, qui se dégradent moralement, qui se dégradent de manière générale, qui dégradent la société. Justement. Et voilà. Je pense que la prochaine citation aura pas forcément besoin de beaucoup de commentaires, mais tu me dis, le souci c'est que l'adolescence associée à cette période de branleurs nihilistes n'en finit plus. De plus en plus d'adultes restent bloqués dans l'adolescence, adultes aux yeux de la loi, irresponsables dans les faits. Oui, alors pour donner du contexte, le brownie, c'est un concept, enfin un terme que j'ai inventé en m'inspirant d'Orelsan. Alors ça avait Exactement. été très critiqué quand j'avais fait sur LinkedIn ce post il y a 1 an et demi, euh, parce que je l'avais peut-être pas assez bien dit dans mon post, en tout cas la distinction entre l'artiste, Orelsan, donc la personne, Ouais. et son personnage, Orelsan. Donc c'est Aurélien Cotentin, il me semble. Donc Mm. lui, Ouais. super modèle, travailleur, enfin plein de belles valeurs, tu vois, gros taffeur, tout ce que tu veux, Ouais. talentueux, belles valeurs aussi en termes de crew, de famille, tu vois, vraiment des belles choses à Ouais. transmettre. Et en même temps, son personnage Orelsan, bah, un branleur sur un canapé, tu vois, qui donne Ouais. l'impression qu'il suffit d'attendre que ça se passe pour qu'il nous arrive des opportunités, tu vois. Exemple de la série Bloquée, hein, tu vois, où t'es là, Ouais, c'est clair. c'est vraiment le cliché, et on l'a tous eu, au moins un peu cette période, je pense, tu vois, à être un petit peu des clichés. En tout cas, moi, je l'ai eu cette période, en tout cas, un petit peu comme dans Bloqué, avec des potes à rien Mm. faire de nos journées, de bonnes choses aujourd'hui. Alors, on va me dire, si par opposition, du coup, ça t'a permis de te construire à partir de ça, Mm. peut-être. En tout cas, voilà, j'aurais aimé que cette période dure un peu moins longtemps que ce qu'elle a duré. Euh, et donc, le brawler nihiliste, c'est ça, c'est celui qui a une posture passive par rapport à la vie, qui n'aime encore une fois, comme on l'a déjà dit, hein, pas fait Ouais. spécialement la vie et son existence, qui pense que les choses lui sont dues, que les choses vont lui arriver. Et alors que la vie, c'est tout sauf ça. La vie, c'est qu'il faut aller chercher les choses, il faut créer, il faut rencontrer, il faut provoquer. Voilà, il faut être acteur au maximum. Mm. Ce que je vois Et en interviewant les top performers, du coup, c'est un peu l'objet du podcast, c'est qu'il y a quand même, comme tu le dis, en fait, une sorte de valeur cardinale qu'ils ont, une sorte de grille de lecture de la vie, qui va en fait à la fois orienter leurs choix, mais aussi leur permettre d'écrémer les mauvais choix, entre guillemets, tu vois, ce qu'ils veulent pas faire ou autre. Et en fait, c'est commun à tous. Ils ont tous à la fois de la passion, mais surtout ouais, cette grille de lecture de la vie. Et je pense que ça permet aussi de sortir de cette torpeur. ouais. T'as un exemple concret, parce que ça m'est pensé Ouais, à tous les modèles mentaux, on pourrait parler de ce sujet, mais en fait, les top ouais, performers ont beaucoup de modèles mentaux, qu'ils en soient conscients ou non. ouais. C'était sur ça, du coup, j'imagine que tu avais un petit peu cette Carrément. Mais idée. en fait, juste, je te donne un exemple. Timothée Moirou, par exemple, que j'ai interviewé, qui est multi-entrepreneur, qui a aujourd'hui, je crois, 117 appartements. Enfin, tu vois, il a 25 ans, du coup. Enfin, c'est Ouais, ouais. vraiment un top performer. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est que sa valeur cardinale, c'est d'aider les autres. Et en fait, tout le reste de sa vie va découler du fait de vouloir aider les autres. Il va organiser sa vie, ses objectifs, etc. en fonction de ça. Du coup, je trouve, tu vois,
c'est une lecture que je peux faire et qui peut permettre de sortir et de se dégager un peu de ce nihilisme, quoi. En fait, si tu n'as pas de valeurs que tu définis à un instant T, elles peuvent évoluer. Tu n'es pas en mesure de prendre des décisions intentionnelles, on pourrait dire, Ouais, parce que tu n'as pas pensé en amont, donc tout se vaut. C'est là où tu te rentres dans une forme de relativisme, c'est parce ça. qu'en fait, tu n'as pas valorisé les choses, tu n'as pas hiérarchisé tes valeurs, Mmh mh. donc les décisions se valent, et du coup, tu es dans l'indécision, et du coup, tu n'es pas dans le mouvement, parce qu'en fait, tu remets toujours à plus tard, parce que tu n'es pas en capacité de prendre des décisions rapides. C'est aussi un trait des top performers, c'est des gens qui prennent des décisions très rapidement. Ce que Ouais, les gens oublient, en fait, c'est que c'est très rare que deux décisions ont un écart de ROI colossal. En fait, ce qui a un écart de ROI colossal, c'est de ne pas prendre de décision. Quand tu es entrepreneur, ou quand tu veux faire des projets, ou quand tu veux avancer dans ta vie, moi, je vois vraiment les choses comme ça. C'est qu'en fait, je l'ai appris avec le poker, c'est que souvent, deux décisions ont une valeur long terme assez proche. Ce qui est important, c'est d'essayer de prendre la meilleure décision possible avec les informations disponibles à l'instant T. Mais il y a mmh mh. vraiment un avantage à prendre une décision rapide, notamment dans le business. Et ça, les top performers le font. C'est des gens souvent qui n'ont pas besoin de 15 ans. Tu vois, typiquement, quand ils sont au restaurant, ils prennent des décisions rapides pour savoir ce qu'ils vont manger. C'est des gens où il OK, n'y a pas besoin de réfléchir pendant 15 ans à ce que tu manges. intéressant, Si le restaurant est bien choisi, les plats vont se valoir normalement, tu vois, en termes de qualité. Donc intéressant. l'écart est marginal entre deux plats, en fait, OK. indépendamment de tes préférences sur de repas. Toi qui as coaché pas mal enfin beaucoup de top performers justement, est-ce que tu as remarqué d'autres dénominateurs communs? Je sors un petit peu de l'exercice, mais Ouais, ouais. c'est intéressant. Ouais. Je pense qu'ils ont toujours un. Alors c'est un peu relié à ce que c'est avec la valeur cardiaque, mais ils ont toujours un drive. Ils savent où ils puisent leur énergie. Il y a souvent un endroit en fait où ils ont conscience. Alors des fois c'est quelque chose de sain, quelque chose c'est un peu moins sain sur le long terme, mais il y a toujours un endroit où ils vont puiser vraiment une force qui fait qu'ils sont capables de soulever des montagnes, de déplacer des montagnes au quotidien. C'est des gens qui sont très capables de se remettre en question et d'avoir une posture d'étudiant. Donc même s'ils ont de l'ego, en fait, quand ils ont la bonne personne en face, ils sont capables d'écouter, d'avoir une posture, tu vois, d'apprenant en fait. Et tu vois, c'est ce que disait, bah, j'aime beaucoup écouter en ce moment le podcast de Yomi Usama et Antoine Blanco, Sans Permission. Mmh. Et c'est ce qu'ils disent, à un moment, s'il y a un mec qui te donne un conseil et que tu valorises son point de vue, n'essaye même pas de réfléchir, juste fais la chose et vois ce qui se passe. Et tu vois, tu as des gens qui sont pourtant des gens multimillionnaires, qui ont monté des entreprises incroyables, ou qui sont des gens très successful dans leur domaine, qui sont capables toujours de remettre en cause leurs croyances et de les réévaluer et de faire des tests comme ça. Et alors qu'à l'inverse, il y a des gens qui stagnent dans leur vie parce qu'ils sont toujours bloqués dans leurs croyances, bah, ce qu'on appelle les croyances limitantes, ou leur Ouais. conception du monde, une perspective un peu limitée de ce que la vie peut être ou de ce que le business peut être. Et du coup, qui ont eu des progressions très lentes. Ils ont aussi une capacité, et je finirai là-dessus, on pourrait en lister des dizaines, hein. Je Ouais, pense carrément. à justement avoir un projet clair et d'être très rapide. Et ils ont conscience qu'en 3 6 mois, en fait, tu peux faire un x10 dans ta vie. Ça, les gens se rendent pas compte, c'est que je pense qu'en fait, en 6 mois, ta vie peut complètement changer. Et là, je parle pas forcément de top performer, entrepreneur, CEO, autre, je te parle de n'importe qui. À partir du moment où tu clarifies ta situation, tu fais une hypothèse du coup forte, testons ça. Toi, typiquement les créateurs de contenu, en fait, on le voit partout, mais créer du contenu pendant 6 mois, un an, le faire de manière sérieuse, régulière, professionnelle dans son approche, change la vie, c'est sûr, quasiment pour 80% des gens, 90% des gens. Tu es sérieux dans ta pratique sportive, tu es une lock aujourd'hui, dans 6 mois, tu n'es plus une lock. Tu vois. C'est clair, c'est Non, clair, mais c'est mais vrai que il n'y a pas en fait, le 6 mois, ça marche toujours quasiment. c'est clair. Il y a aussi une dimension d'intensité, je trouve, dans cette réflexion. Tu vois, genre, tu vois, on dit toujours que c'est un marathon, mais en fait, ce que je dis toujours, c'est que oui, c'est un marathon, mais c'est un marathon qui est constitué de plein de petits sprints, en fait, avec une très forte intensité. Et ce que tu dis là, c'est sur la création de contenu, c'est être capable de s'engager à 1000% en fait sur le projet. Parce que ça veut dire aussi écrémer en fait tout le reste, dire non à tout ce qui va autour, quoi. Pour Oui, une alors, période limitée autre peut-être. qualité des top performers, des gens que tu qualifies ainsi, c'est la capacité à dire non. Ouais, Alors là, ouais, j'utilise toujours le modèle mental de Derek Sivers sur le ailier or no qui commence à être connu. OK. Si c'est pas un ailier, genre si c'est pas vraiment un truc super cool, je dis non. Et j'ai mieux que ça Mmh. encore pour tes auditeurs, euh, Yeah. c'est le
je note tout ce que je fais entre 0 et 10 et j'enlève le Ouais. 7. Ça m'oblige Ah, pas souvent de mal. choisir entre 6 et 8 et je ne fais que les activités que je juge 8 ou plus. Ah, OK, pas Autre, mal. autre manière de faire du tri pour les rencontres que j'ai trouvé récemment, si je ne suis pas en mesure, enfin si je ne sens pas l'envie de rencontrer cette personne demain, même Mmh. si la proposition du rendez-vous est pendant 2 semaines, je dis non. Parce que si Ah, j'ai c'est pas ouf, envie demain, pourquoi j'aurais envie dans 2 semaines de la rencontrer? c'est clair. Intéressant, Et sa trop capacité intéressant. à clean son calendrier, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est une des définitions de la richesse que j'ai beaucoup aimé de Kevin Kelly, qui est un Ouais. écrivain assez connu, qui est fondateur de Wired, un gros magazine américain. Mmh. Il dit le riche, c'est celui qui a de l'argent. Par contre, celui qui a de la richesse, c'est celui qui a un calendrier vide. Ses finances, son mode de vie, c'est qu'il a quand même suffisamment d'argent ou d'assets qui font qu'il va pas être à la rue dans 2 mois s'il fait ça. Mais la vraie richesse, c'est ça, c'est d'être riche de son temps. Ouais, Et l'argent, au final, n'est qu'un outil, un des outils pour arriver à cette richesse. ouais. C'est marrant, en entretien, tu vois, j'ai passé fait passer des centaines d'entretiens, sur mes jobs et c'est vrai que la question que je pose toujours, c'est les motivations, et tu comprends que souvent il y a une motivation évidemment, pécuniaire, salariale et c'est OK. Mais la question que je posais toujours quand j'avais cette réponse, c'était, «OK, mais c'est quoi, l'objectif derrière ça? OK, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais pourquoi? C'est quoi ton qu'est-ce qui se cache derrière ça?» Et Hmm. ça, ce travail-là, il est intéressant. C'est assez personnel, mais c'est cool de le comprendre. C'est toujours au service d'eux, en fait. Et ça peut être le regard des autres, ça peut être prouver à ta famille que tu es capable, enfin, ça peut être plein de choses, en fait. Trop Ouais, bien. complètement. Alors, ouais, et souvent, idéalement, il faudrait réussir à combiner ces motivations à des motivations plus intrinsèques. Parce que souvent, on commence par des Ouais, motivations extérieures à soi, et après, on se rend compte qu'il faut des motivations qu'on internalise, qui partent de nous ouais. plutôt. Moi, je sais par exemple, l'argent, un de mes drivers, ça va être que l'argent que je vais plus valoriser ces prochaines années pour passer notamment un cap en termes de patrimoine. C'est aussi Mmh. par rapport à ma vision du type de famille que j'ai envie de construire, du type de lieu dans lequel j'ai envie de vivre, du type de projet dans lequel j'ai envie de mettre mon argent aussi. Mmh Euh, mh. donc, c'est des choses qui partent vraiment d'un désir personnel, tu vois. Carrément. On réattaque? Vas-y, J'espère que tu es prêt pour les prochaines, ça va monter crescendo. vas-y, vas-y. Nous ne laissons pas égaux et nous n'aurons jamais les résultats égaux. Ce n'est ni bien ni mal, c'est ainsi. Mais ça, les bisounours du 21e siècle ne veulent pas quelle punchline! Ah, on prend les Jeux Olympiques. Usain Bolt, qui a écrasé tout le monde pendant 10 ans. Sur la ligne de départ, ils sont tous à égalité. Ils partent du 0 mètre. Sur la ligne d'arrivée, il y a un classement de 1 à 10. Et c'est Usain Bolt qui gagne à la fin. Mmh. On est en société, en fait, où il y a deux choses à prendre en compte. Moi, je trouve ça très bien qu'on essaye de ramener les gens le plus proche possible du kilomètre, enfin du départ. On essaye de rendre des égalités de chance, par exemple, et de dire, voilà, ça sera jamais le cas, mais essayons au maximum, pourquoi pas. Par contre, que vouloir que tout le monde passe à la ligne et d'arriver au même moment, ça ne marchera jamais. Et c'est même pire que ça, c'est que si on faisait ça dans le 100 mètres, le record serait pas à 9,50 et quelques, il serait à 15 secondes. Mmh mh. Parce qu'en fait, il n'y aurait pas eu d'évolution, on ne serait pas challengé. Et du coup, la société, en tout cas dans l'athlétisme, serait avoir des gars courir en 15 à secondes le 100 mètres, donc de manière très lente. J'exagère un peu, mais on serait à 11 secondes Ouais, ou à 10 secondes, quelque chose. On ne serait pas à 9,50. ouais, Et bah, du coup, c'est le problème de la société. C'est qu'aujourd'hui, on veut que la ligne d'arrivée, en fait, soit la même pour tout le monde, les mêmes temps de passage. Donc, on est prêt à niveler par le bas les choses. Et donc, du coup, ouais. l'idée de progrès, d'évolution, l'idée de changement de paradigme est mise en danger. Ça, c'est un point Mmh qui est mh. moi le plus critique. Et Ouais, après, il y a la ligne de départ aux Jeux Olympiques qui partent tous dans les starter blocks à zéro, enfin sur la ligne de départ. C'est une utopie. Il y a un moment, on n'a pas la même génétique. Tu vois, moi, je fais 1m73, je ne suis pas 1m90, tu vois. mmh mh. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Euh, euh, Enfin, on est différents. Il y en a certains qui vont avoir des attributs génétiques qui vont les avantager dans certains sports. Il y en a qui vont être désavantagés en termes de santé, d'autres qui vont être avantagés. Enfin, on n'est pas pareil. Il y a un moment, il y en a qui naissent hommes, ça a des avantages et des inconvénients. Il y en a qui naissent femmes, ça a des avantages et des inconvénients. Bref, la liste est infinie. Il y en a qui, ton environnement socio-économique, ton pays de naissance, les rencontres que tu vas faire, la chance que tu vas avoir. Tu as un mec qui va se prendre je sais pas, une plante sur la tête en traversant la rue, il va mourir, tu vois, Mmh. il a pas de chance, bah, tu vois, Ouais. c'était sa vie, c'était comme ça. Donc,
il y aura toujours des différences. Aujourd'hui, on essaye de les réduire ou les mettre de côté Ouais, parce que ça embête les gens, en fait, que ça les ramène à leur médiocrité, en fait. C'est de leur dire que pourquoi lui il réussit, bah, faut que je trouve des raisons pour lesquelles il fait que cette personne réussit et que moi je n'y réussis pas, ouais, plutôt que de se dire comment je m'inspire de ces personnes-là ou comment j'accepte que moi je dois peut-être me créer mon propre jeu, en fait, et que son jeu à lui, c'est pas mon jeu. Tu ouais, vois, carrément. un Balzac ou un Montaigne, tu vois, je suis fasciné par Montaigne, que Ouais. j'adore sa manière d'écrire et sa manière de philosopher. Bah, si je veux faire ma propre version des essais, bah, faut que je les fasse à ma sauce. Je peux pas Mmh. copier Montaigne, je serai jamais aussi bon que lui. C'est le plus grand écrivain qui a combiné philosophie et littérature. Euh, Ouais. Sinon, je serais frustré toute ma vie. Si j'avais voulu jouer en NBA, tu vois, j'adore le basket, tu vois, j'aurais jamais pu. Enfin, ça aurait été très dur de jouer en NBA. Il y a quasiment aucun mec de moins d'un mètre 80 qui a joué en NBA, donc statistiquement, ça aurait été quasiment impossible. Ouais. Ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est, je crois que c'est Einstein qui expliquait que, en fait, quand tu es un poisson, ça sert à rien enfin, ça sert à rien de vouloir être un singe. Parce que Mm. tu pourras jamais grimper aussi vite dans l'arbre qu'un singe. Par contre, le singe pourra pas nager aussi vite que toi. Donc, en fait, c'est se réapproprier tes propres règles du jeu et bah, les tourner à ton avantage. C'est le premier truc que je pensais. Et le deuxième truc que je pensais, et on pourra en parler, c'est sur le sujet du capitalisme. Tu vois, je sais pas si c'est le meilleur système aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même le système un peu le moins pire qui permet de. Enfin, je sais pas si grammaticalement c'est top par rapport à mes études, mais tant pis, c'est pas grave. En tout cas, le capitalisme, j'ai l'impression que c'est un système qui permet tu vois, d'augmenter la baseline, tu vois, le niveau moyen de richesse globale dans les pays qu'il applique normalement. Euh, et que évidemment faut monitorer les grands écarts, tu vois, et évidemment faut monitorer les dérives genre la fast fashion, l'écologie, etc. Mais pour autant, c'est ok en fait qu'il y ait des écarts et c'est un peu une utopie de vouloir mettre tout le monde au même moment. Et même pire, ça me fait penser aux Vélib. Je sais pas si tu as déjà pris des Vélib, enfin en tout cas récemment, mais ils sont tous pétés les Vélib. Donc je me dis, au lieu, tu vois, de prendre euh, un, une entreprise de vélo, et de vouloir la rendre accessible à tous et d'avoir un service en fait qui est pourri parce qu'ils sont tous pétés. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas, tu vois, des finances sur des entreprises innovantes, genre Dance typiquement, qui est une entreprise, enfin, en tout cas en termes de service, qui est géniale, et qui du coup bénéficierait d'avoir des subventions qui seraient mieux utilisées que pour pouvoir créer une propre entreprise de Vélib qui fonctionne par définition pas quoi. Bref, je me suis un peu perdu, mais Non, mais de toute façon, on a créé ce système, ça s'appelle le communisme, hein. ça va me faire penser à OC 117. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est. Alors, c'est pas si simple que ça, évidemment, il faudrait nuancer parce qu'il y a Bien des très sûr, bonnes ouais. choses, les services publics ont une utilité, apportent de belles choses aussi, Évidemment, ouais. et il faut en prendre soin. Pour autant, la réalité, c'est que tu l'as très bien dit, c'est qu'en fait, une entreprise publique, enfin, un service public, n'aura que enfin, c'est très difficile pour lui d'avoir la même qualité qu'une entreprise privée qui n'a pas les mêmes enjeux. Mhm. Derrière, tu l'as fait avec l'exemple des vélos en libre service, on pourrait le faire avec plein d'autres exemples. Maintenant, la question, c'est comment effectivement on améliore le capitalisme. J'ai lu un livre qui donne des pistes de réflexion qui s'appelle Voyage en misarchie, qui est un roman-essai qui justement essaie de nous faire un peu sortir de ce paradigme. Et ouais, j'invite les gens à le lire justement pour avoir d'autres pistes de réflexion qui améliorent ou qui sortent un petit peu de ce système capitaliste ou même de nos comportements occidentaux sur plein d'autres aspects. Et donc il y a des réflexions. Moi, c'est des sujets je dirais pas qui m'intéressent pas pour l'instant, mais je sais pas assez creuser encore. Tu vois, moi, je me concentre beaucoup sur l'individu pour l'instant, que Ouais. j'essaie de comprendre la société, mais du coup, pour aider l'individu à mieux prospérer. Mhm. Après, tout ce qui est question un petit peu de système, on va dire, Ouais. tout ce qui est macro, en fait, c'est des choses sur lesquelles je vais me pencher, je pense, plus dans 5, 10, 20 ans. Tu vois, je vois bien mes livres dans 10, 15, 20 ans être sur certains de ces sujets. Ok. Et j'ai encore des choses à écrire sur l'individu. Tu vois, pour rapport à ça, moi, je me réfère pas mal à Peterson, que je cite plusieurs fois dans le livre, Ouais. qui a écrit ouais, des très bons livres sur lesquels il se concentre sur l'individu. Son Mhm. livre sur l'ordre et le chaos, 12 règles pour une vie et 12 règles, je sais plus comment il dit, mais enfin 12 règles de plus pour une Ouais. vie, enfin, tu vois, qui est plus sur celui-ci sur le comment remettre du chaos un petit peu dans sa vie quand il commence à être ordonné. Mhm. Et là, on voit par exemple, soit d'accord ou pas avec ses points de vue, ses prises de position, c'est qu'aujourd'hui, il se concentre beaucoup plus sur la société et sur les systèmes. Il est beaucoup Ouais. plus dans le politique, au sens la vie de la cité, bah, la vie globale, on va dire, des systèmes, des collectifs, des collectivités, pardon. Mhm.
Et moi, j'ai envie de faire un peu pareil. C'est commencer plutôt par les individus et petit à petit aller vers les systèmes qui, à mon sens, donc, c'est pas trop mon sujet pour l'instant, même si je l'utilise pour essayer de comprendre la société et le ramener à Ouais. l'individu. Mais justement, dans un passage du livre, tu mêles quand même pas mal individu et société, et je te le lis tout de suite. Il est en partie de notre ressort de vivre d'une manière à en être une bonne santé mentale et physique. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais Ouais, déjà, ça, c'est mon ressenti. Mais je suis pas le seul à partager ça. Je crois que Naval a une citation aussi comme ça dans un des podcasts qu'il a fait. ouais, Euh, Ce qui, en fait, aide la société à prospérer, tu vois, ou même le capitalisme à prospérer, n'est pas toujours, en tout cas à court moyen terme, ce qui va le plus aider l'individu. exactement. En tout cas l'individu, quand on le prend, ou plutôt la masse, tu vois, c'est qu'en vrai, il y a une responsabilité de chacun, on va dire, de sortir à partir de ce système-là, de comprendre ses rouages et de prendre ce qu'il y a à prendre et de créer un peu ses arrière-cours, ses arrière-boutiques, tu vois, ou faire des pas de côté, tu vois, de pas forcément tout Ouais, prendre un petit peu pour argent comptant, comme la vérité ou comme c'est la manière de vivre par rapport à un système qu'on te propose. Tu vois, typiquement sur la santé, tu vois, ouais, on va te dire euh, en Occident, ne faites que de la santé quand vous êtes, enfin, la- ouais, a ouais, posteriori, alors qu'en fait, maintenant, ouais, on voit qu'ils peuvent améliorer ton espérance de vie, mais personne va te pousser. En fait, la société et le système actuel, en termes même de caisse de maladie, tout ça, n'a pas d'intérêt à ce que tout le monde se mette à faire de la médecine préventive, sinon ça casserait complètement le système. Mais toi, en tant exactement, ouais, qu'individu, tu as intérêt à trouver les petits hacks pour pouvoir faire des systèmes plus régulièrement ou changer de ouais, pays pour pouvoir faire des checks complets. complètement. Donc là, tu vois, une asymétrie entre les besoins court-termistes de la société pour que le système tienne et toi, en tant qu'individu, Ouais, comment tu peux avoir la meilleure optimisation de ta vie. Euh, donc tu as ce problème-là. Ensuite, euh, je parle de pas l'infobésité, l'obésité. ouais, Ah, on a ce mouvement body positiviste, on le voit dans les publicités, on voit de plus en plus de personnes, pas nécessairement obèses, mais en tout cas en surpoids, pas en tout cas, on n'est pas du tout sur on va dire des canons de beauté. En fait, ce qui me gêne là-dedans, c'est pas tant est-ce que une femme ronde, par exemple, est attirante ou non, c'est qu'est-ce que ça a comme impact dans sa vie, qu'elle soit dans cet état. Ou un homme d'ailleurs, hein. Je dis une femme parce que j'ai cette image de publicité avec des femmes. Euh, et la réalité, c'est que bah, moi je l'ai vécu, hein, j'ai eu 12 kilos de plus que ce que j'ai en ce moment, donc sans être obèse, mais j'étais en surpoids par rapport à mon poids optimal. mhm, Bah, moins d'énergie, moins d'envie d'entreprendre, moins d'estime de soi, moins de confiance en moi, moins de relations avec les filles aussi, ou plus de difficultés en tout cas. mhm, Relié certainement aussi, pas que au physique, mais à l'estime de soi, confiance en soi. bien sûr. Donc globalement, il n'y avait pas grand-chose de positif par rapport à ma situation actuelle en termes de santé. Et ce qui m'embête en fait, c'est que je suis pas du tout contre le fait qu'on accepte notre situation. Moi, j'essaie d'accepter ma situation à ce moment-là. Par contre, je veux pas qu'on pousse les gens à l'accepter dans le futur ou être résigné. Encore une fois, 6 mois de sport peuvent changer drastiquement la santé mentale et physique d'une personne. Mhm, Et quand aujourd'hui on pointe du doigt, on se moque par exemple des gens qui font du sport, ou qu'on dit c'est mon choix, moi si j'ai pas envie d'aller courir, si j'ai pas envie de faire de la muscu, si j'ai pas envie de pratiquer un sport, une activité physique, bah oui, tu peux dire ça si tu veux en public, mais est-ce que quand tu es avec toi-même le soir, tu es vraiment content de ta silhouette dans le miroir, même si les gens essaient de te dire c'est pas grave, c'est cool, tu as le droit d'assumer ton corps. Quand tu creuses vraiment, t'enlèves les couches de culture, est-ce que tu es vraiment content, satisfait de ta santé? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu as l'impression que tu vas dans la bonne direction? Pour en parler des fois avec des gens dans des environnements où ils ont plus tendance à dire la vérité, quand ils sont dans des environnements un peu plus détente, ou quand tu sais poser les bonnes questions pour faire parler les gens, bah, la vérité c'est que les gens veulent souvent changer et n'aiment pas leur situation, qu'elle soit physique, mhm, qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle. En fait, là j'ai élargi un petit peu. Et du ouais, coup, là, ça qui m'embête, c'est que la culture en fait crée un vernis un petit peu de paraître et d'acceptation de choses qui sont pas nécessairement acceptables. mhm, Et les gens, au final, sont dans une espèce de jeu de l'autruche, en fait. C'est qu'ils ouais, se disent, ça va, je suis comme ça, c'est pas grave. Et en même temps, je comprends parce que les efforts sont colossaux. Et on c'est parlait de sûr. courage au début de l'épisode, tu vois. Bah, Ouais, est-ce que tu as le courage à un moment de faire le taf pour perdre tes 20 kilos en trop,
Alors qu'à Ouais, côté de ça, bah, tu commences à avoir des articles dans la presse qui disent c'est pas grave, reste comme tu es, tu vois, c'est McDonald's, quoi, venez comme vous êtes, quoi. Bah, ouais, c'est ça, c'est ça. peut-être pas, en fait, quoi. Mmh. Ouais, je pense que c'est un subtil mélange entre de la douceur et de l'empathie et de la compréhension pour ces personnes, tout en éduquant, en fait. C'est surtout ça le point, je pense. C'est mettre à disposition aux gens les choix qu'ils ont devant eux et en fait, leur laisser la liberté de choisir ce qu'ils ont envie, mais en état de conscience de ce choix-là. Et en fait, c'est ça aussi tout l'objet de ton livre, c'est les rendre vraiment purement et simplement intentionnels. C'est Mmh. OK si tu as envie d'être en surpoids et que tu kiffes vraiment fondamentalement ta vie d'être en surpoids. C'est juste si c'est vraiment intentionnel et vraiment un choix déterminé par toi, why not? Mais par contre, tu dois savoir aussi l'impact que ça peut avoir potentiellement sur ta santé, et cetera. Évidemment, on exclut Et tout le contexte de maladie, et bien cetera, sûr, de bien la sûr. discussion, évidemment. Ouais. En tout cas, de banaliser ça, je trouve ça dangereux, tu vois, Ouais, que ça soit acceptable, oui, que les gens ne cherchent pas à changer ou qu'on enlève, en fait, le questionnement. En fait, c'est ta raison de remettre de la nuance. Moi, ce qui me gêne, c'est plutôt, on ne pousse plus les gens à se questionner sur leur situation. oui, ça c'est sûr. Pas forcément qu'en termes de santé ou de physique, hein. Mmh mh. Mais, mais tu vois, même si tu pousses plus loin, alors ça peut être un peu controversiel, mais même le Covid aurait été une des grandes pathologies, les gros problèmes qu'avaient les gens, en fait, c'était souvent quand ils étaient en surpoids, on s'est rendu compte. Ouais, Il y avait pas mal de cas, en fait, où les cas graves, quand le Covid partait en cas grave, c'était relié souvent à des pathologies, notamment une forme d'obésité. ouais, Donc, même d'un point de vue sociétal, en fait, mmh, tu vois, ouais, en fait, on aurait eu intérêt à ce que les gens soient en meilleure santé, au ouais, maximum pour éviter justement ces cas-là. Et voilà, enfin bref, je vais pas aller sur c'est la suite sûr. de raisonnement parce que ça va vraiment être trop blacklisté après. Trop on va se faire Mais, censurer sur l'épisode. mais en tout cas, voilà, Non, mais oui, c'est sûr. il y a des vrais questionnements à avoir. Il faut Mmh toujours mh. se poser la question pourquoi la société, pourquoi la publicité, pourquoi les entreprises poussent Mmh mh. ces idéologies comme le positivisme, à qui ça Ouais, sert. ouais, c'est ça. Hypothèse, ça peut servir des très grandes entreprises dans le domaine de la santé, par exemple, Mmh les mh. pharmacies. Ça peut concerner Ouais, les entreprises qui vendent des produits c'est de la ça. nourriture, en fait, de pousser les gens à consommer. Il y a toujours des choses derrière, en fait, qui font que, tu vois, pourquoi les femmes fument, par exemple? Parce qu'à Ouais, un moment, il y a Marlboro qui s'est dit, il a connu cette histoire avec Edouard Bernays, ouais, Marlboro s'est dit, je carrément. veux augmenter ma part de marché. Le meilleur moyen d'augmenter ma part de marché, bah, c'est de créer un nouveau marché qui représente 50% de la population qui s'appelle les femmes. Et du coup, on va leur faire croire que c'est intéressant de fumer, que ça crée en fait un sentiment de liberté. Et du coup, ils ont fait des publicités où ils mettaient en avant des femmes dans des manifestations qui fumaient, des mannequins. Ils ont repris ça dans la presse et après, les femmes ont commencé à fumer aux États-Unis. Ouais, En aucun cas, c'était un mouvement d'émancipation des femmes, c'était un mouvement marketing pour vendre plus de clopes. Et tu c'est vois, sûr. et qu'en fait, c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que souvent, sans dire qu'il y a des complots partout, mais il y a Oui, des bien sûr. enjeux financiers qui nous Ouais, dépassent. Il y a des enjeux aussi ouais, d'agenda politique et autres. Et nous, les gens normaux, entre guillemets, on est des petits pantins souvent, en fait, c'est ça. qui se rendent pas compte des jeux dans lesquels on est. Ce que je trouve, tout à fait juste et dommage, c'est que, on a souvent tu vois, tout ce qui est trait au bodybuildisme va aussi en général contre, les big corporations, tu vois? Les grosses boîtes, les McDo, tu vois, vraiment les grosses entreprises et paradoxalement, c'est ça qui sert ces grandes entreprises et tu vois, c'est ça que je trouve, vraiment très, en dichotomie, en fait. C'est un peu en bicéphale, tu vois? Genre, ça va à 2 vitesses, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Sur cette dernière partie, JC, je te propose d'aller plus sur l'individu, du coup, cette fois. On Vas-y. a fait individu, un peu plus société, responsabilisation, et là, du coup, on ressent sur un peu l'individu et vraiment le système en lui-même. Euh, donc, prochaine citation. La lecture devient un acte de résistance à l'ère des vidéos regardées en x2 sur YouTube. Et je suis particulièrement coupable parce que j'écoute mes podcasts en x2,5 minimum. Du coup, Ok. faut que tu m'expliques. Oui, alors, encore une fois, il faut toujours nuancer un petit peu, mais disons globalement, le livre, c'est quand même quelque chose qui se lit lentement, qui doit se digérer, qui est presque une forme de méditation avec soi-même, un dialogue intérieur et un dialogue avec un auteur. C'est quelque chose qui va nous prendre 3, 4, 6, 10 heures. C'est la pensée d'une personne en fait concentrée dans 200, 300, 400 pages. Donc moi je valorise énormément ça. Alors, j'ai écrit un livre, mais au-delà de ça, je lis énormément de livres. Ouais, Et c'est vraiment l'antithèse de tout ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, et moi-même j'en fais. Maintenant, je commence à en faire des shorts, ouais, YouTube, bien sûr. Netflix en x2.
Tu vois, vraiment, tout veut Mmh. aller plus vite. Parce qu'en fait, il y a tellement de contenu maintenant, il y a tellement de FOMO, de plein de choses à faire dans notre vie, notamment en termes de Ouais. consommation et on manque tellement de temps, on a l'impression, parce qu'on Mmh. ne sait pas user de son temps. On est pris, on Ouais. a du mal à gérer nos agendas Mmh. et il y a de plus en plus de volume. Quand bout d'un moment, on veut compresser tout dans le peu de temps qu'on a et on se retrouve à Ça. écouter effectivement des podcasts en x2. Donc dans l'absolu, ça me dérange pas, ça mérite d'écouter même des vocaux WhatsApp, en x2, ça a quand même une utilité. Ouais. Mais la question que je peux me poser à moi-même, par exemple, et que je pose à toi et aux gens qui nous écoutent, c'est est-ce que du coup ça vaut vraiment le coup de l'écouter, ce truc en x2? Est-ce que j'ai pas intérêt à moins consommer de contenu, mais de plus être intentionnel dans mes choix? C'est-à-dire, je vais Mmh. plutôt que d'écouter ces 10 podcasts ce mois-ci, bah, je vais écouter ces 3 podcasts. Je vais m'en souvenir, je vais prendre des notes, je vais les valoriser, je vais créer une relation avec eux. Tu vois, bah, je sais par exemple, il y a des podcasts de Naval que j'ai écoutés, je sais pas, 5-10 fois, tu vois. Je me les refais et Ouais, ça va pas. je me les refais pas en x2, je me les refais en x1 à chaque fois. Donc c'est vraiment une question Ouais. de ralentir le temps, de faire des choix plus drastiques du coup, plus radicaux, de créer du temps pour les choses qui comptent vraiment, de se dire: «Bah, Ouais. si je le fais en x2, est-ce que je le valorise tant que ça?» Et voilà, c'est toujours de toute façon mon livre, c'est toujours ça, c'est du questionnement, c'est pas du jugement, ça Mmh. c'est nul, c'est Bien sûr. c'est du questionnement. Questionner Mmh. nos choix, questionner nos comportements, questionner nos pensées. Et du coup, ça me fait exactement penser, à la prochaine citation qui est: «Stéphane est le symbole de l'homme moderne, sur entre parenthèses connecté au virtuel, mais déconnecté du réel». Ouais, alors ça c'est une de mes effectivement, une de mes craintes un petit peu, c'est qu'on est de plus en plus effectivement dans le virtuel. On l'a bien vu, on est génération Facebook, on va dire. Tu vois, on a grandi dans les réseaux sociaux, on a beaucoup d'amis Facebook, enfin à l'époque, on a beaucoup de comptes, enfin de gens qui nous suivent ou qu'on suit sur Ouais. Instagram, etc. Enfin, je te fais pas la liste. Combien on a de vrais amis, comment aujourd'hui on crée des vraies amitiés, comment on crée des vraies relations, qu'elles soient intimes, qu'elles soient amicales, qu'elles soient même professionnelles, mais des relations qu'on a envie de nourrir, de cultiver. Mmh. Et surtout, en fait, on n'est plus dans le concret, dans le réel. J'écoutais hier je suis tombé sur une vidéo d'Eric Cantona, l'ancien joueur de foot, qui parle à un moment d'un trajet de train qu'il faisait entre Paris et Avignon. Et il explique qu'il voyait un couple des trentenaires à côté de lui, qui je sais pas, ça doit durer 4 heures le trajet, n'ont pas une seule fois regardé par la fenêtre et qui ne se sont pas parlé une seule fois. Ils ont passé 4 heures sur leur téléphone et 4 heures plus ou moins sur Insta et TikTok. Ouais. Ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On en parlait avec mon frère tout à l'heure, on était dans un café, on regardait autour de nous, on disait, mais les gens ne travaillent pas en fait. Les gens viennent Mmh. travailler, mais les gens sont sur le téléphone, les gens sont en train de faire d'autres choses, les gens Ouais. sont distraits. Pour revenir au réel, les gens aujourd'hui, euh, même dans la rue, on n'est pas dans le réel. Je parle vraiment du virtuel réel, c'est un concept de Jean Ouais. Baudrillard. Euh, on ne fait pas tant les choses pour ce qu'elles sont, on fait pour ce qu'elles représentent aussi. Tu vois, par exemple, on Mmh va mh. commander du Starbucks, non pas parce qu'on veut boire du café, mais parce qu'on veut le gobelet Starbucks. Je prends l'exemple Ouais, c'est aussi clair. des relations, bah, même les relations intimes, les relations sexuelles. J'ai qu'à un moment, on reproduit dans nos relations intimes ce qu'on voit dans la pornographie. En fait, on ramène Ouais. le virtuel dans le réel. J'ai envie de Ouais, poser la c'est question, ça. c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment, quand vous avez fait l'amour avec un partenaire, eu En étant intentionnel. une connexion, pas intentionnelle, mais une vraie connexion, en oubliant un petit peu ce que j'ai vu et ce que je dois faire par rapport à ce que j'ai été Mmh. influencé, et comment je rentre Ouais. dans une pure connexion intime, euh, presque d'âme à âme. Voilà, je parle. Il y a des lectures spirituelles, je recommande d'abord David Deida, que j'aime beaucoup, qui parle justement de sexualité et de spiritualité, et qui combine les deux. Mais tu vois, ça c'est un super exemple. Je pense que même dans l'intimité, on est complètement déconnecté du réel. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'autres citations qui font penser à ça, mais je vais les laisser de côté parce que le temps passe et l'épisode avance. J'ai envie d'aller sur une dernière citation ou une avant-dernière citation et puis après on attaquera la conclusion. Vas-y. Hem, En fait, la citation c'est: «Nous vivons actuellement dans une économie où être une communauté». Je reprends. «Nous vivons actuellement dans une économie où être une commodité, c'est-à-dire un pion remplaçable, va devenir de plus en plus dangereux. Ce qui a de la valeur est votre différenciation, votre assemblage spécifique, votre compréhension des leviers de votre époque». Ça, c'est le sixième principe, du coup, de comprendre les outils de son époque sans être esclave de ceux-ci. Ouais, Très basé principalement, enfin, majoritairement sur Naval Ravikant, du coup, ouais. que ton audience connaîtra Qui revient très certainement, souvent dans le livre. qui revient plusieurs fois dans le livre. Euh, En fait,
on le voit encore plus avec l'IA, mais c'était déjà le cas avant, c'est qu'en fait, on est sur une économie aujourd'hui qui récompense les extrêmes. Donc il y a 2 extrêmes. Il y a ceux qui se rendent extraordinaires, qui sont ordinaires, mais qui se rendent extraordinaires par leurs actions, par leur travail. Mmh. Et tu as ceux qui se rendent extraordinaires par leur capacité à se victimiser, par exemple, tu vois, si on simplifie. Hem, on vit une époque où tu peux jouer les 2 jeux. Il y en a un qui produit de la valeur à long terme, il y en a un qui produit des résultats à court terme. La victimisation produit des résultats à court terme. Le travail sur soi, le travail, l'impact produit des résultats à long terme. Et, et du coup, l'idée, c'est vraiment comment tu ne deviens pas une commodité. Ça passe par le fait, par exemple, de devenir remarquable par exemple, la prise de parole sur Internet. Tu vois, la création de contenu, je parle pas mal de ça sur Ouais. LinkedIn, mais même dans le bouquin, un peu de manière sous-jacente. Prendre la parole Mmh. sans permission et créer des projets, des produits, des services à l'échelle, tu vois, avec des coûts marginaux faibles. Mmh. Donc, c'est des choses aujourd'hui qui sont. C'est de l'or, en fait, ça, qu'on a dans les mains aujourd'hui, qu'on peut utiliser, que tout le monde a accès à ça, tout le monde a accès à son ordinateur, tout le monde a accès à Internet. Les gens n'ont Ouais. pas encore compris comment l'utiliser vraiment. Les gens savent consommer ces technologies, mais ne savent pas les utiliser pour en tirer le meilleur pour leur vie personnelle et professionnelle. Ouais. Donc, c'est vraiment une invitation à se questionner sur, en fait, qu'est-ce que notre époque nous permet et comment en tirer Ouais. parti au maximum, comment l'exploiter au maximum. Et Naval, en fait, est un très très bon représentant de ça, parce qu'il a théorisé voilà, comment créer de la valeur, comment créer de la richesse grâce à ces Ouais. outils. Ces mêmes outils qui aujourd'hui nous font perdre du temps, nous rendent addicts, nous Bien distraient, sûr. nous affaiblissent nos liens avec les personnes qui nous sont chères. Euh, voilà, ce qu'appelle, j'en parle au début du livre, le pharmacon de Platon. Donc tout outil Mmh. est aussi bien un remède et un poison. Ben voilà, chaque outil, chaque époque a ses C'est la dose qui outils. fait le poison. C'est Ouais, ça. ouais. Chaque époque a ses outils. Et du coup, chaque outil nécessite un choix. Est-ce que vous en Mmh. tirez quelque chose de positif pour vous et les autres ou quelque chose de négatif? Ouais. Voilà ce que je peux te C'est, dire. Voilà. je pense, une belle conclusion. Effectivement, ce qu'on voit souvent, c'est évidemment, faut développer ses skills, son expertise, et en fait, ça va être de plus en plus important en fait d'être différenciant, même sur le marché. Mais en fait, comprendre que tout est compétition, euh, dans l'amour, dans le sport, dans la relation avec les autres, tout est une compétition, et du coup, plus tu vas être différenciant, plus tu vas pouvoir te démarquer. En tout cas, c'est un Et, peu la lecture que je peux en faire. et différenciant, terme très important, le but c'est pas d'être le meilleur, c'est d'être différent, Ouais, ouais, effectivement. exactement. Je suis en relation, je sais pas, je suis en relation avec une fille. Mon but c'est pas d'être le meilleur mec, c'est impossible. Ça veut Non, rien dire d'être le meilleur mec pour elle. C'est de proposer une expérience unique de par qui tu es, en fait. exactement, C'est ça exactement. la vraie chose, c'est que en fait, ce que tu as avec moi, tu ne l'auras pas avec les. Enfin, tu n'auras pas le copier-coller exact avec les autres. C'est ça. Pareil pour le business, pareil pour n'importe quel domaine, quoi. Trop bien. La dernière citation, je ne sais pas si vous voudrez la commenter, c'est: La vie intentionnelle a changé ma vie et je sais qu'elle changera la vôtre. Ah, ça, faut acheter le livre pour le savoir, du coup. Je crois que c'est un peu la prochaine étape. Du coup, merci beaucoup, JC. C'était super de pouvoir intervenir avec toi. On est revenu sur pas mal de vérités un peu contre-intuitives, un peu controversées. Et c'était ça qu'on voulait attaquer enfin, ce que fait ton livre, hein. Il attaque et il dit les termes, comme on le dit. Euh, Merci en tout cas pour cette intervention. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous, les auditeurs aussi, j'en suis sûr en tout cas. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean-Charles? Oui, alors pour les contenus travaillés, c'est vrai que c'est, j'ai envie de dire, des articles, c'est dans la tête d'un philopreneur, ma newsletter. Ouais, Et pour des contenus plus courts, plus quotidiens, c'est LinkedIn, du coup, je pense. trop Et bien. le Et livre, bien évidemment, sûr, ouais. Le livre, il et faudra que évidemment, mais enfin, Amazon, la ouais, Fnac, voilà. vous regardez le numéro 1 et puis vous savez à peu près lequel c'est. Voilà. Merci beaucoup, c'était trop cool. Chers auditeurs, en tout cas, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Moi, j'ai trouvé ça, que c'était un épisode qui était encore une fois contre-intuitif et qui apportait beaucoup de nouvelles visions, de nouvelles perspectives de réflexion. Encore une fois, la question, enfin, c'était pas de juger, c'était plutôt de poser des questions, d'amener à éduquer et faire un travail de médiatique, d'accouchement. J'espère que ça a été le cas de votre côté. Si l'épisode vous a apporté de la valeur, si ça vous a plu, je vous laisse mettre 5 étoiles sur Spotify, l'Apple Podcast. Ça nous aide énormément et puis ça m'aide aussi toujours à avoir des meilleurs invités, comme j'y sais tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était PE et ciao.